Monseigneur, Monsieur le Président de la Commission européenne, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames, Messieurs, historiquement, culturellement, Belloy a toujours fait montre d'un cosmopolitisme européen. C'est un esprit permanent, c'est une philosophie. Elle catalyse notre volonté de maintenir la pérennité des choses dans ce lieu. En cela, je suis admirablement secondé par mon épouse et toute l'équipe. C'est un immense honneur, Monsieur, de vous recevoir, Monsieur le Président de la Communauté européenne à Belloy. Cher Monsieur Juncker, ihr zit heim hai. In haljecht Lutzeburgisch allegoor. Eis Herz. Votre programme, Mesdames, Messieurs, présente le fascinant parcours du président Juncker, qui fait suite aux grands luxembourgeois qui ont fait l'Europe. Joseph Bay, signataire du traité de Rome, Pierre Werner, Gaston Thorn, Jacques Santer, Jean-Claude Juncker. Je ne peux qu'humblement lui céder la parole en lui exprimant toute notre plus vive reconnaissance d'éclairer l'assistance et bien au-delà, je vois ça avec la caméra qui fonctionne pour le moment, par les réponses aux points d'interrogation qui planent chez chacun. Wo gimir mat Europa. Merci vielmals, Monsieur Juncker. Sa Royale Excellence, Mesdames, Messieurs, je suis de retour. La dernière fois que j'étais ici, c'était en 2007, il y a exactement 10 ans, et je me sens, oui, comme Michel l'a dit, chez moi, parce que pour nous, luxembourgeois, droit neutre, ça fait partie de notre histoire, les liens entre la famille grand-ducale et Belloy, à l'évidence, sont intenses, intimes, intimistes, tendres, heureux. Et donc, comme luxembourgeois, je me sens très à l'aise ici à Belloy. Et merci, Michel, pour l'invitation qui m'a fait beaucoup plaisir. Je dois vous parler de l'Europe, de l'avenir de l'Europe. Et c'est en fait un sujet qui invite à un long cours magistral. Or, il fait trop chaud pour les cours magistraux. J'ai 20 minutes, c'est trop court pour un cours magistral, et donc je vous proposerai une petite causerie sur l'Europe. Sur l'Europe telle qu'elle est, telle qu'elle fut, et telle qu'elle, j'ose espérer, elle sera dorénavant. Si on veut parler d'Europe, il faut d'abord, ce que nous ne faisons jamais, jeter un regard non pas neutre, mais objectif sur notre continent, que nous connaissons mal, et que ceux qui ne vivent pas en Europe connaissent mieux que nous. L'Europe est le continent le plus exigu. L'Union européenne s'étend sur un territoire de 5,5 millions de kilomètres carrés, c'est très petit. C'est moins que les États-Unis, c'est moins que le Brésil, c'est moins que la Chine. La Turquie, à elle seule, fait 17 millions de kilomètres carrés. Donc, nous sommes un continent exigu, alors que nous pensons toujours que nous sommes les plus grands, que nous sommes le maître du monde. Nous ne le sommes pas. D'ailleurs, le monde n'a pas besoin de maître. Nous sommes un continent en perte de vitesse. Notre poids économique se réduit à vue d'œil. Nous représentons aujourd'hui 22% du PIB mondial. D'ici une dizaine d'années, ce sera 15%, pas plus que ça. Il y a les puissances émergentes, les grands ensembles économiques qui redressent la tête et qui vont nous dépasser au cours des années à venir. D'ici une quinzaine d'années, plus aucun État membre de l'Union européenne ne sera membre du groupe des pays les plus industrialisés. Moi, je suis content d'avoir
la chance d'assister maintenant aux réunions du G7, parce que d'ici une vingtaine d'années, aucun président de la Commission ne sera plus invité autour de la table du G7. Et puis, nous sommes, comment dire, démographiquement pas très en forme. Au début du XXe siècle, 25% de la population mondiale était européenne. Nous sommes vers les 6-7% aujourd'hui. Et vers la fin du siècle, nous serons, nous Européens, 5% sur une population globale mondiale de 10 milliards d'habitants. Comme la politique et ce curieux mélange, cette intersection indescriptible entre la géographie et la démographie, nous allons vers un avenir qui sera moins radieux que celui qui fut le nôtre au passé. Parler de l'avenir de l'Europe, et après avoir décrit l'Europe telle qu'elle est, il faut aussi parler des succès de l'Europe. On ne parle jamais des succès de l'Europe, jamais. Alors que l'Europe a su accomplir de très grandes choses. Nous sommes devenus, nous, le continent où la paix a trouvé une demeure éternelle, alors que le continent était martyrisé, déchiré, ensanglanté. Personne n'aurait pensé que nous serions à même de faire de l'Europe un continent de paix. Les autres le savent. À travers le monde, tous ceux auxquels je parle et tous ceux dont je lis les livres et les articles sont admiratifs devant cette performance inouïe de l'Europe, alors que les Européens, eux, ne sont pas fiers de l'Europe. Nous ne sommes pas fiers de l'Europe. Alors qu'il y a tant de raisons d'être fiers de l'Europe. Nous avons su réconcilier dans un grand geste pacificateur l'Est et l'Ouest de l'Europe. En élargissant l'Union européenne vers les pays de l'Europe centrale, nous avons su réconcilier l'histoire et la géographie européenne sans un coup de fusil. Conquête pacifique, recomposition pacifique de l'Europe. Nous avons introduit en Europe la monnaie unique, l'euro, qui nous protège, dont on dit beaucoup de mal. Mais l'euro, la monnaie unique, nous protège. Imaginez-vous la situation qui aurait été celle de l'Europe sans l'euro au moment de la guerre de l'Irak, au moment des attentats de New York et de Washington, au moment de la guerre en Afghanistan, au moment de la grande crise économique et financière qui nous fut importée de l'autre côté de l'Atlantique et qui nous a ébranlés jusqu'à nos fondements sans l'euro, et avec des banques centrales nationales indépendantes les unes des autres, mais sans mécanisme de coordination vérifié, l'Allemagne aurait fait ce qu'elle aurait voulu faire, la France de même, les deux n'auraient pas fait la même chose. L'euro les a obligés de marcher dans une même direction. La Belgique et le Luxembourg aussi, pour le reste. Ce qui ne fut pas toujours le cas, notamment lorsqu'il s'agit de monnaie. Parce que je n'oublie pas que la Belgique a dévalué le franc luxembourgeois sans nous demander notre avis, ce qui fut une méthode tout de même cavalière que je ne suis pas prêt à oublier. Donc moi j'étais pour l'euro pour ne plus dépendre des caprices belges en matière monétaire. Nous avons su établir sur notre continent le plus grand marché intérieur du monde, ce qui n'est pas une petite chose. Abolir les obstacles commerciaux ne fut pas chose facile. Avoir un continent où on peut circuler librement, un continent sans frontières et sans douaniers, alors que certains se remettent à rêver des beaux uniformes des douaniers belges et luxembourgeois, non. Pouvoir vivre sur un continent où les frontières n'existent plus, alors que les frontières sont parmi les plus mauvaises inventions des hommes politiques à travers les siècles, est en fait, pour le dire simplement, une belle chose. Parler des éléments qui nous inspirent confiance et qui nous rendent fiers, si encore nous avions la capacité d'être fiers, ne nous empêche pas de parler des faiblesses de l'Europe. Lorsque j'ai commencé mon travail à Bruxelles, mais
bien des années auparavant, j'ai noté ce fossé grandissant entre les opinions publiques, les peuples, et la pratique bruxelloise de la politique européenne, raison pour laquelle j'ai eu comme leitmotiv, en commençant mon boulot à Bruxelles, de dire que dorénavant, l'Europe devrait s'occuper des grandes choses et non plus s'immiscer dans tous les aspects détaillés de la vie quotidienne des Européens. To be big on big, and small on small. C'est ce que nous faisons. Nous le faisons en proposant chaque année 23 nouvelles initiatives, alors que les commissions précédentes, y compris celle de mon ami Jacques Santerre, lançaient 130 initiatives par année. C'était à s'y perdre. Même les commissaires ne savaient pas ce qui était sur la table du Conseil parce qu'on n'avait plus le survol nécessaire. Nous avons retiré de la table du co-législateur, Parlement et Conseil, une centaine d'initiatives législatives que les deux co-législateurs étaient en train d'examiner. C'est un travail assez difficile. J'ai eu le plus grand mal l'autre jour pour empêcher certains commissaires de vouloir normer, harmoniser les chasses d'eau en Europe. Je pensais qu'on pourrait peut-être laisser aux soins des concernés l'aménagement de leur salle de bain. Donc, il faut toujours lutter contre cette volonté persistante, permanente. C'est le propre des appareils mi-administratifs de vouloir tout régler. Donc, nous nous concentrons sur les grandes choses, sur les grands sujets du présent et d'avenir. Les grands sujets ne sont pas ceux qu'on croit. Ce n'est pas le Brexit. Je ne dirais pas que c'est une petite chose. Mais il ne faut pas se laisser obnubiler par le cortège des problèmes auxquels il faudra apporter réponse en s'occupant ensemble avec d'autres du Brexit. Le Brexit est une tragédie. Moi, je n'aime pas cette décision du peuple britannique, cette décision funeste que les Britanniques ont prise dans un élan de souveraineté qui les impressionne plus que nous. Moi, je voudrais que nous ayons avec le Royaume-Uni une relation stable. Je ne m'inscris pas dans un esprit de revanche. Le continent doit beaucoup aux Britanniques. Mais le fait est que le Royaume-Uni veut quitter l'Union européenne. Et non pas l'Union européenne, le Royaume-Uni, ce qui, en termes de poids que les uns et les autres peuvent mettre sur la table de la négociation, fait une différence entre les Britanniques et nous-mêmes. Si les Britanniques veulent participer, comme ils le font jusqu'à ce jour, au marché intérieur, il faudra bien que le gouvernement britannique, le Parlement britannique, les Anglais, respectent les règles fondamentales du marché intérieur, les 4 libertés qui ont été inscrites dans le traité de Rome. Je crois que l'heure est venue pour lancer un mouvement de modernisation de l'Europe. Nous avons tant de chantiers. L'Europe, le marché intérieur, qui est perfectible et qui doit être complété par des adjonctions nécessaires. Nous avons besoin d'un marché intérieur de l'énergie. Nous sommes en train de le faire pour échapper à cette lourde dépendance de l'Europe par rapport à la Russie. Nous devons dynamiser le marché intérieur numérique. L'Europe numérique, en chiffres, veut dire 450 milliards de plus-value par année, des centaines de milliers d'emplois. Nous devons parfaire l'union bancaire en insistant sur la nécessité qu'il y a de réformer pour le rendre plus fort le marché des capitaux. Et je pourrais continuer ainsi la liste. Voilà les grands chantiers sur lesquels l'Europe doit se concentrer au cours des années à venir, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et puis, il y a une idée vieille, mais qui connaît une renaissance heureuse, c'est l'Europe de la défense. Nous sommes incapables de faire de grandes choses
en matière militaire qui relève de la diplomatie. D'abord parce que nous sommes divisés. Regardez, il y a en Europe 178 types d'armes. 178. Alors que les Américains en ont 20. Il y a en Europe 17 modèles de tanks. Panzer, wie sieht denn das? Hein? Ja, enfin, Michel parle mieux le luxembourgeois que moi, mais enfin, en luxembourgeois on dit Panzer. En allemand aussi. En français on dit tank, non? Char, ah oui, oui. Le char. Nous avons 17 types de chars, alors que les Américains en ont un. Nous avons des usines qui fabriquent des hélicoptères en grand nombre. Nous avons plus d'usines productrices que du gouvernement qui puissent acheter les hélicoptères produits. 80% de la recherche militaire en Europe sont d'essence nationale. 90% des marchés publics en matière militaire et d'armement sont nationaux. Si nous arrivions à créer une synergie entre les processus productifs et l'harmonisation des marchés publics, nous pourrions économiser sur une année entre 25 et 100 milliards d'euros. M. Trump nous dit, voilà, il faudra que l'Europe investisse 2% de son PIB en dépenses militaires. M. Trump n'est pas le premier à me dire ça. Clinton m'a dit ça, Bush m'a dit ça, Obama m'a dit ça. Et donc, il ne faut pas croire qu'il s'agira là d'une trouvaille trumpesque. Ce savoir existe depuis longtemps. Mais si nous pouvons économiser en mettant de l'ordre dans nos marchés militaires, nous économiserons autant d'argent que nous aurions besoin pour davantage muscler nos dépenses militaires. Augmentation nécessaire, tout comme le reste dont je vous ai parlé, parce que seulement 3% des troupes européennes peuvent être déployées. Nous déployons 3% de nos troupes, de nos effectifs, ce qui est rarement suffisant, alors que les Américains sont capables de déployer du jour au lendemain. Nous avons un budget militaire qui correspond exactement à la moitié du budget militaire américain, mais nous avons, en termes d'efficacité, seulement une performance qui est de 15%. Donc nous dépensons la moitié du budget militaire américain. Logiquement, nous devrions avoir une efficacité de 50%. Tout cela n'est pas possible parce que nous ne travaillons pas ensemble. Donc, nous ferons de l'Europe de la défense un des grands sujets à venir au cours des années qui sont devant nous. Tout comme nous devons mieux cerner tous les problèmes qui gravitent autour de la dimension sociale presque inexistante de l'Europe. L'Europe a un besoin de politique sociale. Oui, il est vrai, jusqu'à ce jour, nous avons adopté 53 directives en matière sociale, mais il y a des lacunes assez graves. Je vous donne l'exemple du travail par détachement, qui conduit en Belgique, en France, au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, un dumping social qui n'est guère compatible avec ce que nous appelons le rêve européen. Il faudra protéger les travailleurs détachés, il faudra mieux les protéger. C'est ce que nous sommes en train de faire, tout comme nous devons aussi, après avoir dit que la lutte contre le dumping social est d'essence, remettre en ordre les paysages fiscaux européens. La Commission a fait 14 propositions très détaillées en matière fiscale et je compte bien revendiquer auprès du Parlement et auprès du Conseil l'intelligence de le faire parce que sinon tout se fera à notre encontre. Je crois qu'il faudra que nous redisions à nos concitoyens que la politique commerciale européenne est d'une ultra-importance. En Wallonie, ailleurs, au moment du CETA, donc l'accord de libre-échange avec le Canada, nous avons assisté à des réactions attendues
mais qui, tout en étant justifiés par endroits, ne nous ont pas facilité la vie. Or, nous avons besoin de relations commerciales ordonnées avec le reste de la planète. Un emploi sur 7 en Europe dépend du commerce extérieur. Donc, on ne peut pas négliger l'aspect, y compris social, de bonnes relations commerciales avec les autres. 30 millions d'emplois dépendent directement du commerce extérieur. Il y a du social dans une bonne politique commerciale ordonnancée d'après des principes de réciprocité. Moi, je suis pour un commerce libre, mais je ne suis pas naïf. Il faudra que nous adaptions nos instruments de défense commerciale au monde tel qu'il est. Les Chinois, j'ai eu le Premier ministre chinois il y a une semaine, ne nous font pas de cadeaux, ils le disent ouvertement. Pourquoi est-ce que nous faisons des cadeaux à tous les autres qui veulent commercer avec nous? Donc il faudra que nous regardions de près les grands équilibres commerciaux qui dictent le rythme à la vie économique internationale. La surcapacité de production chinoise d'acier est le double de la production entière en Europe. Donc les Chinois surproduisent 2 fois plus que les Européens produisent. Donc il faudra que sur ce point, nous adoptions un profil de comportement qui correspond à nos besoins et à nos exigences. Voilà, Michel, Monseigneur, Mesdames, Messieurs, je pourrais continuer la liste de ce qu'il aurait fallu que nous aurions fait il y a quelques années déjà, mais nous commençons maintenant à le faire avec sérieux, avec conviction, suivant les méthodes que nous avons apprises des pères fondateurs de l'Europe, qui avaient beaucoup plus de courage que nous. Vous savez, l'Europe, qui est devenue un succès, ce n'est pas le mérite de notre génération. C'est le mérite des générations de guerre, de ceux qui sont revenus des camps de concentration et des champs de bataille et qui ont fait de cette éternelle prière d'après-guerre, plus jamais la guerre, un programme politique qui sort ses bénéfices jusqu'à ce jour. Donc il ne faut pas oublier que l'histoire n'a pas commencé avec notre génération, elle est plus vieille que nous. Heureusement, elle survivra à nos générations, mais sur ce chemin vers une Europe plus solidaire, plus généreuse, en matière migratoire et autres, il ne faut pas perdre courage. Il faut, pour construire l'Europe, pour parfaire l'Europe, cette détermination et cette volonté et cette patience dont ont besoin les longs trajets et les grandes ambitions. Je vous remercie de votre attention. Président Juncker accepte bien volontiers d'entendre certaines questions adéquates.